Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver après ce long moment d'absence. L'émission de ce soir sera essentiellement consacrée à la crise sociopolitique qui traverse actuellement le Togo. Et pour analyser cette crise, nous serons en compagnie des confrères que vous connaissez si bien. Le tout premier confrère, il s'agit de Ambroise Ponjo. Il est le directeur de publication du journal The Guardian. Ambroise, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la télévision d'État Santé. Voilà, également sur ce plateau, nous avons Alassane Antarou. Il est le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, comme je le disais en introduction, c'est avec vous que nous allons passer un peu plus d'une heure de temps pour décrypter l'actualité sociopolitique de l'heure. Mais avant toute chose, je vais vous proposer de découvrir ce reportage et tout juste après, on reviendra pour les analyses. Il y a toujours les sensibilisations concernant le code de la... L'actualité sociopolitique au Togo a pris une nouvelle tournure depuis le 19 août 2017. À cette date, le Parti national panafricain PNP de Maître Tipi Atchadam a tenu une manifestation qui a très vite dégénéré à Agoué et à Sokodé. Ce parti d'à peine 3 ans a mouvementé ce 19 août l'actualité sociopolitique au Togo à travers 2 revendications phares, le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Cette manifestation a trouvé grand écho au Togo et à l'étranger où la diaspora togolaise a manifesté. Le bilan est lourd au Togo, 2 morts à Sokodé, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et plusieurs arrestations. Aussitôt, les alliances vont commencer par se former dans la classe politique de l'opposition. La coalition de l'opposition, composée du CAP 2015, le groupe des 6, Santé du Peuple, le CAR et le PNP, a réussi à mobiliser des centaines de milliers de Togolais dans les rues le 6 septembre. La principale revendication était le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la libération sans condition des détenus politiques lors des manifestations des 19 et 20 août dernier. À la veille de cette manifestation, le gouvernement togolais, en Conseil des ministres, a sorti un avant-projet de loi de révision constitutionnelle qui sera soumis pour étude à l'Assemblée nationale. Ce texte est jugé inadapté et qualifié de diversion par les leaders de l'opposition. Véritable dilatoire. C'est du dilatoire. Ils veulent gagner du temps. Voilà. Le 7 septembre, ils étaient encore plus nombreux que la veille à se mobiliser pour la même cause. Le point de chute de cette mobilisation était le carrefour des camps où un sitting devait avoir lieu jusqu'à la démission du président Faure Gnassingbé, qui de son côté est soutenu par les partisans et sympathisants du parti UNIR qui ont aussi manifesté les mêmes jours. Leur maître mot, non à la violence, oui à la paix. Un géant concert a même été organisé en ce sens le 1er septembre au stade de Kégué. Le retour à la Constitution de 1992 réclamé par l'opposition empêchera le président Faure Gnassingbé, dont le 3e mandat est en cours, de se présenter encore aux élections présidentielles de 2020. Il serait empêché par l'article 59 de cette Constitution qui stipule ce qui suit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Il serait donc contraint de démissionner. Les réactions ont commencé par se faire entendre. L'ancien président ghanéen John Jelly Rawlings et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo étaient parmi les premiers au plan international à appeler au calme et demander au pouvoir de faire les réformes demandées par le peuple. On suivit d'autres appels allant dans le même sens, comme celui de la conférence des évêques du Togo le 14 septembre dernier. Les évêques exhortent en particulier l'armée à adopter une attitude républicaine de neutralité en évitant toute immixtion dans le débat politique. À l'Assemblée nationale, les réformes proposées par le gouvernement ont été validées par les députés de la mouvance présidentielle, ceux de l'opposition ayant boycotté la séance en raison de l'inadéquation des réformes proposées par le gouvernement par rapport à la demande du peuple selon eux. Ces textes votés par l'Assemblée nationale seront soumis par référendum au peuple. Les 20 et 21 septembre, d'autres manifestations ont eu lieu pour les 2 camps avec les mêmes mots d'ordre. Au plan diplomatique, plusieurs voix se sont levées pour appeler au dialogue au Togo. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a appelé à un dialogue constructif. De son côté, la francophonie entend envoyer une mission de médiation au Togo du 10 au 13 octobre pour trouver une issue favorable à la crise. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le président en exercice est Faure Gnassingbé,
L'Union africaine dirigée par Alpha Condé et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWAS, dirigé par Mohamed Ibn Chambas, ont aussi demandé au gouvernement de fixer une date pour le référendum et lancer un appel à l'opposition à saisir cette occasion pour faire avancer les réformes constitutionnelles, un appel visiblement peu reçu dans le camp de l'opposition. La crise sociopolitique au Togo n'a jamais fait autant d'écho. En attendant qu'une issue soit trouvée, après une manifestation ce 4 octobre, la coalition de l'opposition manifeste encore ce 5 octobre à travers une marche dite de la colère. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, après avoir suivi un peu la situation actuelle qui prévaut dans le pays avec les différentes positions des acteurs impliqués dans la résolution de cette crise. Alassane Antaro, vous suivez également de près cette situation. D'abord, on va commenter d'abord la mobilisation de l'opposition. Qu'est-ce que cela suscite en vous déjà de voir le peuple togolais réclamer le retour à la Constitution de 92? Oui, d'abord merci. Il faut dire que depuis le 19 août, le peuple togolais est dans les rues pour réclamer principalement le retour à la Constitution de 92. Et c'est le PNP de Tipi Achadam qui a donné le ton. On se rappelle quand même que c'était une mobilisation le 19. Seulement, moi personnellement, ce que j'ai déploré, puisque la loi fondamentale reconnaît quand même à tous les partis politiques de descendre dans la rue pour réclamer, pour manifester leur mécontentement face à un problème donné. Mais j'ai déploré du fait que dans certaines villes du pays, et en l'occurrence à Sokolé, il y a eu des dégâts matériels jusqu'à mort d'homme. Bon, on pouvait peut-être préserver la paix en prenant une certaine hauteur, mais malheureusement, on a enregistré les casses ainsi de suite par-ci, par-là. Donc, depuis ce 19 où l'opposition togolaise dans son entièreté, la coalition des 14 partis, est toujours dans les rues. Après le 19, on a vu un peu ce qui s'est passé. C'était la guerre des communiqués par-ci, par-là. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que l'association sociopolitique qui secoue le Togo est à prendre au sérieux, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Donc, les dernières marches des 4 et 5 octobre dernier, nous avons vu un peu comment ça s'est passé. Il y avait quand même une mobilisation, seulement on en déplore aussi des débordements. Il y a eu des débordements, des gens qui ont quitté les cortèges des marches pour aller s'attaquer aux paisibles citoyens, ce que la loi fondamentale ne reconnaît pas, parce que vous êtes libre. Moi, je suis pour les manifestations. Voilà. Je suis pour les manifestations, mais je suis contre la violence. Ce sont des cas isolés. Est-ce que ce sont des cas généraux? Oui, mais écoutez, pourquoi il y a une chose. Lorsque on organise une manifestation et on annonce que cette manifestation au départ est pacifique et maintenant ça vire au vinaigre. Voilà, effectivement. Vous voyez un peu, donc il y a eu des barricades. On ne peut pas comprendre que lorsqu'on manifeste, il faut maintenant, au moment où vous êtes libre de manifester, et vous privez la liberté de l'autre de vaquer librement à ses occupations. C'est là où ça ne va pas. Ambroise, lecture générale de la situation actuellement qui prévaut au Togo, c'est-à-dire avec les manifestations, la mobilisation de ce peuple, comment vous traduisez cela? Non, le rapport de force est désormais établi et qui balance plus du côté de l'opposition, c'est-à-dire de la population. Vous savez, quand on parle d'un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir, moi je dis plutôt que c'est un bras de fer entre le peuple, la population et le pouvoir. C'est avec l'opposition. Parce que l'opposition ne fait que jouer la modération, ne fait que jouer le porte-parole devant ce peuple-là. Parce que toutes les aspirations qui sont portées par l'opposition, c'est en fait le peuple qui l'incarne. C'est le peuple qui est galvanisé, c'est le peuple qui en a ras-le-bol, qui en a marre de ce pouvoir qui est là depuis des dizaines d'années. Maintenant, quant aux manifestations, je crois que depuis plusieurs années, plusieurs mois, en dehors des marches du CAP 2015, qui mobilisaient aussi des foules de Bekondjeji à la plage, et qui, à un moment donné, est devenue une routine et que certains ont commencé par déconsidérer. D'abord, il y avait une marche le 3 qui avait, après un silence du niveau du CAP 2015, la marche du 3 avait plus mobilisé de gens que celles qui ont été faites précédemment. Maintenant, la marche qui a sonné le déclic
qui a lancé l'alerte, qui a changé la donne et qui a renversé le pouvoir des rapports de force, c'est justement cette marche du 19 août qui a été lancée par Tipi Achadam. Parce que déjà 2 mois plus tôt, nous avions approché Tipi Achadam, on l'avait interrogé, et le gars avait une fois... Bien avant les marches du 19 ? Justement, on est allé chez lui associé à Kégué, et il disait que en fait, ce pouvoir ne peut jamais être combattu que par un serpent à 2 ou à 3 têtes. Ça, je le répète toujours, parce qu'il a martelé. À mon fond intérieur, moi qui lui posais la question, je me demandais, est-ce qu'il a quelque chose de nouveau? C'est après que j'ai compris que le gars a fait un travail de fond, qui a d'ailleurs été carrément ignoré par ceux qui sont au pouvoir, même avec leur puissant service de renseignement. Et le gars est sorti de terre, et de nulle part. Donc on n'a pas vu le gars venir, et le gars a surpris tout le monde. Et il a secoué avec ses collègues de l'opposition, l'ANC et autres, le cas, tout ça. Il a bougé les lignes. Il a secoué le baobab. Le baobab qui était un grand arbre qui est là, est aujourd'hui en position biaisée. Le baobab est pratiquement en train de tomber. Comment expliquer ce qui est sûr, c'est que le baobab ne reviendra plus jamais à sa position initiale. Comment expliquer cette montée du PNP? C'est-à-dire aujourd'hui, cette percée par exemple du PNP, comment l'expliquer? C'est un travail de fond selon Tipi qui a été fait pendant 3 ans. Il n'a pas fait seulement le travail à l'endroit des populations à l'interne, c'est-à-dire de Lomé et de ses environs. Il est allé, il a étendu son travail jusqu'à Saint-Cassé. Surtout, il a pris les bastions où il y a membres de ses militants, Bafilo, Sokodé, Agoué, et ça s'est étendu à d'autres localités qui aussi sentaient le besoin d'avoir une certaine liberté, d'avoir un certain changement, d'avoir une certaine alternance. Et il a même étendu à l'extérieur du Togo, c'est-à-dire dans la diaspora, que ce soit au Nigeria, au Ghana, est-ce que c'est le message véhiculé, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 92, qui est l'élément déclencheur? Je pense que l'opposition traditionnelle avait déjà mené un combat dans ce sens. Oui, ça c'est une très bonne question qui est posée. Qu'est-ce qu'il a apporté de différent dans son message? Voilà. Vous savez, d'abord, le monsieur, il est anthropologue, il est égyptologue. Si vous le suivez, il est focalisé sur l'authenticité africaine, sur le nationalisme. Voilà. Et les discours nationalistes du temps de Lumumba, de Sankara, ces discours payent dans la foule. Okay. Donc ces discours-là ont capté, ont attiré, ont captivé l'opinion publique nationale qui est déjà au désarroi, qui est déjà fatigué d'un régime qui est là depuis des années. Et là, il trouvait un rempart. Voilà. Ce rempart, à un moment donné, se trouve être le PNP de Tipi Achadam. Voilà. Et ce discours a payé. Et aujourd'hui, les rapports de fonds ont changé. La peur a complètement changé de camp. Voilà. Alassane, on constate quand même un ras-le-bol généralisé. C'est une première, par exemple, de voir la mobilisation s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, ça veut dire vraiment que le pouvoir est décrié par le peuple. Oui, bon, il faut quand même le reconnaître, ces mouvements ont pris quand même de l'ampleur, puisque ce n'est pas seulement au Togo, puisque les mouvements ont été aussi enregistrés partout, par exemple en France, aux États-Unis, ainsi de suite, au niveau de la diaspora, en Afrique ici également. Donc ça veut dire que là, on peut parler d'un ras-le-bol général du peuple. Bon, maintenant, moi, je me dis que est-ce que c'est les paroles que le PNP avait tenues, c'est ça qui a pu captiver en fait, le peuple, ou bien il y avait ce ras-le-bol-là qui a amené le peuple à rentrer dans le mouvement. Bon, et c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est le PNP qui a appelé le peuple à descendre dans la rue, ou bien le peuple était déjà fatigué et que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Oui, mais comment vous traduisez cela? Voilà justement, c'est la question qu'il faut véritablement se poser. Okay. Donc aujourd'hui, moi je me dis que... Mais il est quand même l'élément déclencheur. Bien sûr, c'est lui, il est l'élément déclencheur. Est-ce qu'on peut parler de ras-le-bol général? Est-ce qu'on peut parler de mouvement spontané de la population? Non, ce n'est pas. C'est lui qui a déclenché le mouvement. Et maintenant, il s'est joint à 13 partis, ce qui fait aujourd'hui une coalition de 14 partis qui aujourd'hui est toujours dans la rue pour réclamer les réformes constitutionnelles. C'est vrai, moi je suis d'accord avec la réclamation de ces réformes, puisque tout le peuple aspire aux réformes. Voilà. Il faut faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Lorsque vous consultez de fond en comble la constitution togolaise, ce n'est pas ça. Il faut retoucher, il faut faire une révision constitutionnelle.
Je ne sais pas si vous me suivez. Et cette révision, est-ce qu'elle passe forcément par le retour à la Constitution de 92? Justement, c'est là où il faut comprendre que la Constitution de 92 n'est pas aussi parfaite comme on le pense. Pourquoi? C'est Oui. celle qui a été votée par le Bien peuple. sûr, aujourd'hui on réclame, je ne refuse pas, c'est plébiscité à plus de 94% Voilà. des Togolais. Mais il y a quand même certains vices qu'il faut faire ressortir. Par exemple, ce n'est pas la Constitution de 92 qui prévoit le vote de la diaspora. Allez-y comprendre, c'est le code électoral qui le prévoit. Bien sûr, mais aujourd'hui, on réclame le retour à la Constitution de 92 et on dit non, mais entre-temps, les Togolais de la diaspora sont marginalisés. Et il y a contradiction dans les revendications, selon vous? Non, mais bien sûr, puisque aujourd'hui, c'est le code électoral. Et lorsqu'on se réfère à cette Constitution de 92, ce n'est plus la CENI qui va organiser les élections. Je suis désolé, il faut aller aux nouvelles. Il faut consulter un peu le code électoral. Voilà. Ça serait maintenant Boupessi qui va organiser les élections. C'est-à-dire, à l'époque, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est un processus qui n'englobe pas les réformes réclamées. Je ne refuse. Je dis les réformes sont nécessaires. Voilà. Les réformes sont nécessaires. Mais encore faut-il opérer ces réformes-là dans la paix. Est-ce qu'on a besoin d'opérer ces réformes-là dans la violence ou la dernière fois on a versé les populations pour barricader, pour s'en prendre aux populations. Les manifestations au départ étaient pacifiques, il a fallu que... bien sûr, mais ces débordements, est-ce que là l'opposition... C'est pas dû par exemple à l'action qu'ont mené les forces de l'ordre sur les populations? Ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Je crois que je dois aller jusqu'au bout. Allez-y. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Puisque c'est une manifestation politique. Et cette manifestation politique-là a été organisée par qui? La coalition des 14 partis politiques. Voilà. Et les militants qui sont sortis, on a dit bien sûr c'est pacifique. Pourquoi maintenant? C'est parce qu'entre-temps il y a eu des débordements. Et que c'est parce que la coalition des 14 partis n'a pas pris soin de former les militants. Les militants, il faut les former. C'est pas une accusation grave? Non, il faut former. Non, ce n'est pas une accusation grave. Il faut former les militants. Voilà. Ambroise va rapidement réagir par rapport à votre intervention. Non, ce que moi je prends totalement à compte-pied ce que mon ami est en train de dire. Vous savez, quand on parle de formation de militants, d'aucuns dans ce pays ne viendra me démentir comme quoi Tipi, par exemple, n'a pas formé ses militants. Tous les 3 ans que Tipi a fait à fomenter son parti politique, je crois qu'il a l'essentialité du travail fait est consacrée à la formation des militants. Je crois que l'ANC en forme aussi des militants, le CAR et les autres partis politiques qui sont membres de la coalition des CAP 2015. Vous savez, c'est même pas une question de formation. Les Togolais ont une certaine maturité politique. Au point que je me demande, est-ce que les gens ont besoin... Parce que le Togo est le sanctuaire pratiquement des mouvements, des bizarreries politiques. Donc, quand on a un sanctuaire des bizarreries politiques, ça veut dire qu'il y a c'est un fourre-tout. Si vous voulez copier quelque chose, tous les pays du monde peuvent venir copier quelque chose. Je crois qu'il y a un constitutionnaliste qui l'avait dit, étranger occidental, qui avait dit que le Togo est une terre d'expérimentation politique. Ça veut dire qu'il y a un peu de tout ici. La fomentation, ce que les gens foutent ici comme du bordel au plan politique, il y en a plein de choses. Vous savez, moi, nous sommes dans un pays où il est demandé à certains de respecter la loi et qu'au même moment, ceux qui demandent aux gens de respecter la loi, eux-mêmes ne respectent pas. Je donne juste un exemple. Le chef de l'État est venu au pouvoir dans moins de 10 heures, dans une nuit. Il est parti de ministre au député, il est parti de député au président de l'Assemblée et il est parti du président de l'Assemblée au président de la République. Ce qui est incommensurable, ce qui est inégalable sur la planète Terre. Il est demandé par la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, au chef de l'État comment vous l'appelez, de se présenter devant l'Assemblée au moins 1 an pour faire l'état de la nation. Il n'a jamais fait. Il a demandé de publier ses biens. Il n'a jamais fait. Mais là, vous demandez aux autres qui sont des citoyens, vous qui êtes les premiers serviteurs, à donner de l'ordre aux citoyens, vous ne respectez pas les lois. Il y en a plein de choses que je ne peux pas citer comme exemple ici. Mais au demeurant, je crois que ça n'empêche pas le citoyen de respecter la loi. Ouais. La preuve, les citoyens respectent la loi. Vous savez, l'article 30 de la Constitution donne le droit au peuple ou aux populations de manifester s'il y a un problème. Voilà. Et cette loi fondamentale est confortée par une autre loi, la loi Bodjona.
Pour revenir à cette conférence de presse, fut-elle animée par deux ministres aussi puissants, ne peuvent pas enfreindre au respect de la loi. On va revenir sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est la Constitution de 92, le retour à la Constitution de 92. Est-ce que c'est nécessaire, ça, selon vous? Vous savez, les gens ont dit que la Constitution... Elle est la meilleure, cette Constitution, est-ce qu'il ne faut pas peut-être... Moi, je ne dis pas que la Constitution de 92 est meilleure. Mais ce que je retiens dans cette Constitution, c'est qu'elle a été votée par 97,4% de la population togolaise. Une Constitution, tu permets, une Constitution dans tout pays au monde doit avoir une base large. Quelles que soient vos querelles, quelles que soient vos empoignades, vous devez vous entendre autour d'un consensus à une grande majorité autour de la Constitution. Vous savez, on ne peut pas aller à une constitution nouvelle par une majorité mécanique, comme on l'a aujourd'hui au Togo. Majorité mécanique, ça dit que les gens se disent qu'ils ont plus de députés à l'Assemblée, donc leurs 2 tiers tout simplement suffit pour avoir une constitution ou pour proposer une loi. Non. C'est pourquoi le législateur a prévu 4/5. Mais quand vos collègues ne sont pas là, vous n'allez pas foncer dans le mur. Vous revenez, vous discutez. Les gens ont proposé des textes, 47 articles. Ils n'ont même pas donné le temps, le ministre Boupessi, qui est un commissaire de gouvernement, n'a même pas laissé le soin à ceux qui ont fait la proposition de déballer leur plan de proposition et de discuter à l'Assemblée. Pourtant, ce sont des accusations graves. Non. Qu'est-ce que vous appelez grave? Mais les députés du CAP 2015, ceux qui sont là-bas, de l'opposition, ont présenté 47 articles. Voilà. Mais il appartient, selon les règlements de l'Assemblée nationale, de voir au moins. Si vous n'avez pas de temps, vous rajournez et vous voyez au moins rajourner la séance. Il faut discuter et revenir maintenant à la plénière. Ils n'ont jamais fait cette démarche-là. Ça veut dire que les gens ont eu que les consignes ailleurs. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité. Maintenant, quand on parle de la Constitution 92, vous savez, il y a tellement d'innovations dans la Constitution 92. Mais la Constitution de 92 n'a pas eu le temps d'être expérimentée au temps de la transition, dirigée par Kofi Gojo jusqu'à Aïdem Kodjo. Ça veut dire que cette Constitution a été mise à l'écart par Yadema lui-même, parce que ce plan était avancé dans la Constitution. Le Premier ministre avait un pouvoir au sein de cette Constitution. Voilà. Il y avait un cabinet militaire, il avait pratiquement un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, comme ça s'est fait en France avec Jospin et Chirac. Voilà. Donc, le Premier ministre avait le pouvoir de nommer des gens dans les institutions, ce qui ne se retrouve pas dans cette Constitution. Et cette Constitution a le mérite, et ce mérite seul, c'est le peuple, 97%. Moi, ça me suffit largement. S'il y a à toucher la Constitution en 2002, il faut revenir à ce peuple-là. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. C'est l'Assemblée monocolore du RPT qui l'ont modifié. Voilà. Et ça, il y a des gens même au sein de UNI qui ne sont pas d'accord avec cette manière de fonctionner. Mais ils ne l'ont jamais exprimé. Vous savez comment nous fonctionnons dans le pays. Ils doivent l'exprimer. Mais les gens sont dans le lait, le miel. Tu veux qu'ils expriment quoi? Voilà. C'est ça le problème du Togolais. Voilà, réaction à tout. Quand vous mangez, vous voyez la vérité, vous ne le dites pas. Voilà. Vous voyez le rouge, vous dites que c'est blanc. Non, c'est blanc. C'est comme ça je ne suis pas d'accord avec mon ami quand il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Quand il me parle il donne des explications par rapport à 2 tiers et autres. Ce n'est pas parce que l'opposition a refusé de voter, l'opposition a boycotté que le pouvoir aussi va se retirer. La loi prévoit. C'est un rapport, il faut quand même mettre des rapports de force. Bien sûr, et puis la loi a été votée. La Constitution. Oui, c'est la Constitution, je ne refuse pas. Maintenant, la loi a été introduite. Quand la loi a été introduite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'opposition qui a refusé de voter. Il faut être d'accord d'abord avec les textes. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle consensus. Qu'est-ce que vous voulez? L'ANC, le groupe parlementaire ANC, qu'est-ce que l'ANC dit? L'ANC dit non, que dans la Constitution, il n'est jamais écrit quelque part où il faut rechercher le consensus. Je suis désolé. C'est ce qui s'est passé. Donc, le pouvoir, ou bien la majorité présidentielle était obligée de voter. Et ils ont voté à deux tiers, ce qui était insuffisant pour avaliser cette loi. Le quorum n'a pas été atteint. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où le quorum n'est pas atteint, il faut recourir maintenant au peuple pour trancher à travers le référendum. Voilà ce que l'opposition est en train de rejeter. Est-ce que le Togo est prêt à organiser un référendum aujourd'hui? Parce qu'on sait que le référendum va coûter beaucoup de milliards. Moi, ce que je pense,
actuellement notre économie est exsangue. Ça, il faut le reconnaître. Et que le référendum serait un peu coûteux plutôt. Donc, il faut plutôt demander aux députés de retourner à l'Assemblée nationale et de faire une seconde lecture. Voilà. Je crois que c'est possible. On peut faire une seconde lecture et introduire un peu ce que, à travers un compromis politique. Voilà. Et là, on avalise la loi pour que on évite du coup ce qu'on appelle le référendum, ou soit on peut peut-être à travers une certaine médiation aller encore à la table de négociation pour qu'on puisse sortir de cette crise qui s'écoule. Avant de parler de référendum, quand on me parle de consensus, c'est les mêmes personnes qui chantent le consensus tous les matins, même au curé, c'est les mêmes personnes qui font tout pour quitter le consensus. Mais c'est eux qui disent qu'aujourd'hui, que la Constitution n'a pas prévu la recherche de consensus. On va aller à tour de rôle, s'il vous plaît. Voilà. Quand vous écoutez certains députés, les messieurs Chao et même le ministre, pour que si les gens, les barras qui parlent consensus, allez vérifier quel jour ils ont proposé, ils ont accepté de discuter. J'ai donné juste un exemple tout à l'heure. Et l'exemple qui est palpable, c'est entre eux collègues députés à l'Assemblée. Vos collègues proposent 47 minutes. Oh, c'est trop, les amis. Mais est-ce qu'on ne peut pas... asseyez-vous au moins, regardez au moins ce qui est le contenu de ce document. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Donc, quand on me parle de consensus, surtout, il y a un mot qui me tape sur les nerfs. C'est quand on me parle chaque fois de paix, mais ceux-là qui parlent de la paix, c'est les gens qui sont animés par des esprits. Je ne sais pas. Non, on ne va pas aller comme ça. Non, quand je dis esprit, quand quelqu'un vous dit, si le Togo brûle, nous allons brûler tous avec. Tu es prêt à brûler le Togo? Non, je ne sais pas. Alassane, tu es prêt à brûler? D'autres disent, allez demander à l'opposition de prendre les armes. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le consensus doit émaner de tous les camps et d'abord du camp qui est dominant. Voilà, de ceux qui sont pour moi. Référendum maintenant. Voilà, je souhaite qu'on revienne sur la question du référendum parce que le référendum, je vous le prédis. S'ils s'entêtent... Vous êtes un prophète. Non, vous savez, les prophètes, ce ne sont pas seulement Esaïe et Élie qu'on connaît dans la Bible. Les journalistes également. C'est eux qui sont connus. Voilà. C'est Dieu qui les a... Il y a aussi des gens qui voient de loin et qui vous le disent de ne pas aller. Voilà. Quand on parle de référendum, moi je demanderai humblement à monsieur le président de la République qui est resté autiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qui retrouve la voix au Conseil des ministres, de ne pas aller sur ce terrain de référendum. Ah, pourquoi? Je crains que ce jour-là, ce serait sa fin. Non, voilà. Non, je n'invente rien. Voilà. Parce que la colère qui est sur les yeux des Togolais actuellement là, la colère qui anime les gens, surtout quand ils foncent, ils continuent. Mais monsieur Kouandjou, nous sommes en train d'aller vers un référendum parce que la communauté internationale, comme ce n'est pas la communauté, les institutions, ce n'est pas la communauté internationale qui décide à la place des Togolais. Ils ont toujours décidé à la place des Togolais. On sait les positions de la communauté, d'une certaine communauté internationale. Mais ils ont toujours décidé à la place du Togo. Non. Plusieurs fois. Heureusement que les Togolais ont décidé de prendre leur sort en main. Voilà. Tu as vu dans la rue, non? Tu as vu les Togolais sortir comme ça? De Lomé à Saint-Cassé? J'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent ne lisent pas la fin des temps. Voilà. Je viens de dire, laisse-moi terminer. On tire vers la fin du monde? Nous ne tirons pas dans la fin du monde. Voilà. Le pouvoir togolais, qui est là depuis 50 ans, ne sera jamais... Oui. J'ai toujours donné des exemples par le passé. Il y a des régimes tyrans. Ce pouvoir n'est pas tyran, je le conçois. Mais ce pouvoir ne veut pas partir. C'est la vérité. Et quand il faut partir dans la légalité. Non. Le président Faure n'a pas encore fini son mandat. Non. Et le problème qui se pose, c'est un problème de légitimité. Voilà. Je viens de vous dire les conditions dans lesquelles Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Voilà. Et s'il a déjà fait 2 mandats, de grâce, Faure Gnassingbé n'a qu'à comprendre que il a encore l'avenir devant lui. Je l'ai toujours dit, il peut se représenter à tout moment. Qu'est-ce qui se pose aujourd'hui? Le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est le départ du président de la République ou c'est juste le retour à la Constitution de 92? Parce que là, on est un peu confus dans les revendications. Non, moi, mon problème... C'est quoi la priorité? Le problème, c'est de faire les réformes réelles. Et quand on fait les réformes réelles, je crois que ça doit agir immédiatement. Moi, c'est... Parce qu'en droit, on dit souvent que la loi ne dispose que pour l'avenir. Mais quand Eyadema a fait modifier la Constitution en 2002, la loi s'est appliquée immédiatement. Il y a une jurisprudence. Voilà. Ça, c'était le premier. Quand Faure Gnassingbé est venu dans 10 heures au pouvoir, la loi a été appliquée immédiatement. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est en 2005. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore la jurisprudence. Mais cette jurisprudence, de grâce, ceux qui sont des constitutionnalistes, ils ne venaient pas me raconter les balivernes.
Donc vous avez l'impression que s'ils nous racontent des balivernes, je crois que c'est sur la question de... Ils ne nous disent pas la vérité. Les gens ne nous disent pas la vérité. L'article 59 de la Constitution. Oui. Voilà. Cet article 59... L'article à problème. Ce n'est pas un article à problème. C'est les gens qui le créent des problèmes. Voilà. C'est l'article là. C'est sous cet article qu'il y a des mains à gouverner. Et il y a des mains partis. Mais quand vous êtes venus, vous seuls, venus modifier la Constitution, mais le peuple réclame le retour de sa Constitution. Avec effet immédiat. Donc ça dit qu'en aucun cas, nous ne pouvons faire... On n'a même pas besoin de dire avec effet immédiat. Voilà. Ce que le peuple demande, ramener d'abord la Constitution et on verra le reste après. Voilà. C'est tout. Bon, je crois que il y a malentendu ou confusion au niveau de la réclamation de l'opposition. Puisque, bon, je sais pas, on réclame quoi? L'opposition a clairement dit, le retour à la Constitution de 92. Mais c'est le peuple qui demande la démission du voilà. Maintenant, vous demandez le retour à la Constitution de 92. Voilà. Et vous faites un rétro-pédalage pas possible. Vous réclamez... C'est quoi ce rétro-pédalage? Ce rétro-pédalage, vous dites, nous réclamons maintenant le départ immédiat de Faure Gnassingbé, un président élu démocratiquement qui continue son mandat. Est-ce que l'opposition a demandé le départ? Il a dit au départ non. C'est peut-être qu'ils se sont cachés sur cette réclamation. Parce que moi je n'ai jamais passé. Je ne refuse pas. Mais vous avez suivi comme moi. Daniel, vous avez suivi comme moi qu'ils ont réclamé le départ. C'est ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas possible. Un président qui est élu démocratiquement et qui continue son mandat. Faure Gnassingbé doit finir son mandat. Légalement en 2020. Sur cette question de revendication, moi j'ai eu interviewé particulièrement Monsieur Olympio qui a fait comprendre que l'opposition demande tout simplement le retour à la Constitution de 92, mais le peuple demande le départ de... Ce n'est pas quel peuple, de quel peuple on parle? C'est qui manifeste. Écoute, quand vous parlez de peuple... dont tu as parlé. Non, le peuple dont tu as parlé au début de l'émission. Quand vous parlez de peuple, je me demande de quel peuple. Donc il y a parlons population. Les populations. Le peuple. Lorsque le gouvernement ou bien l'opposition a versé ses militants dans la rue, c'est le peuple qui était derrière. Mais UNIR aussi a versé son peuple. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs peuples. Et ce que vous oubliez, Faure Gnassingbé a été élu à plus de 58% par le même peuple. Donc vous parlez de quel peuple? Des résultats contestés. Non mais là c'est ce que toi tu dis. Moi je ne suis pas dans le secret des vieux. Il y a eu des contestations. Mais il y a quand même une institution légale qui a proclamé les résultats. Et moi je m'en tiens à cela parce que je m'en tiens aux faits. Je suis journaliste, je m'en tiens aux faits. S'est passé. Oui, mais les faits aussi prouvent que les problèmes qu'il y a eu au moment de la proclamation. Est-ce que tu peux quand même me donner ça fait partie des faits. Ça fait partie des faits. Je ne refuse pas. Mais c'est les faits. Voilà. On a proclamé les résultats définitifs. Faure Gnassingbé est élu président de la République pour un mandat de 5 ans. Voilà. Et c'est en 2020 ça finit. On attend en 2020. Moi, je crois que l'opposition fait des calculs politiciens. Voilà. Et ces calculs politiciens, ça me fait dire que c'est comme ils ont peur d'affronter Faure à travers les urnes. Aujourd'hui, on peut crier. Attends, comment avoir peur d'affronter? Non, ils ont peur d'affronter Faure. Ils sont là à maintes reprises. Mais il a toujours gagné. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Attendez, qu'il finisse son mandat légalement. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Je crois que donne-moi le temps de sinon, les téléspectateurs vont me prêter l'intention. Allez-y. C'est dit que Faure a été élu à plus de 58% des suffrages par le peuple. Le même peuple dont vous parlez, dont vous faites allusion, qu'il réclame son départ. Voilà. Et aujourd'hui, il continue son mandat. Donnez-lui le temps de finir son mandat à 2020. Qui est-ce qui lui a interdit de finir son mandat? Mais bien sûr, aujourd'hui, on réclame. Donc, vous n'avez pas écouté les membres de cette coalition. Ils disent non, s'ils se retrouvent, c'est pour négocier le départ de Faure. Voilà. C'est quand même bizarre que dans un pays qui se veut démocratique, les gens qui aspirent à devenir président de la République se comportent comme ça. En piétinant... C'est la loi fondamentale. Il y a la loi fondamentale qui est là. C'est l'opposition qui se comporte comme ça. On a vu dans plusieurs pays. Non, mais écoute, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc, rapidement, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a trop de confusion. C'est quoi on réclame? Mais moi, je peux quand même conclure en vous disant que inéluctablement, nous allons vers le référendum. Parce que l'opposition refuse de s'asseoir. L'opposition dit non, la médiation et autres, là, c'est des gens qui sont venus pour des affaires, machin, pour encore soutirer des sous. J'ai même écouté certains confrères qui l'ont dit,
qui veulent encore emporter les milliards pour partir, tout ça là. Il y a la médiation qui est là, ils refusent. Et ils veulent maintenant marcher sur cette institution internationale parce qu'ils ne sont pas d'accord. Sur la question de la médiation, il y a quand même peut-être, ils ont peut-être raison. Ambroise, gardez le fil de votre réflexion. Et ils ont quand même raison de se méfier. Par exemple, déjà en 2005, il y avait cette médiation qui n'avait pas fait. Bien sûr, ça ne veut pas. C'est pas parce qu'en 2005 ça n'a pas marché qu'aujourd'hui ça ne peut pas marcher. Ça peut forcément marcher. Et Chamba nous a montré l'exemple également. Bien parce sûr, que ça c'est Ibn Chamba. Si par exemple en 2015, si vous rejetez par exemple la médiation, mais entre nous les Togolais, on peut régler nos problèmes. On n'arrive pas à le faire. Voilà, on n'arrive pas. Et que ce situation, mais maintenant vous voulez quoi? Que le pays, mettre le pays à feu et à sang? Personne ne veut le faire. Non, voilà justement, c'est pour cela qu'il faut faire volte-face voilà. pour maintenant s'asseoir et trouver une solution à travers rapidement la négociation. Ambroise, rapidement réaction. Pardon, il a fait 5 minutes, je dois aussi faire 5 minutes. Non, c'est moi qui conduis le débat ici. Vous savez, ce qu'il dit, moi, il y a des contradictions dans ce qu'il dit. Alors, relevez-la rapidement. Quand on parle de quelqu'un qui est élu, il est élu à 58%. Mais dans les mêmes 58%, quand vous voyez des dizaines de milliers de personnes dans la rue, donc est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce monde-là qu'il est élu pour qu'au moins il parle à ce peuple? Ça veut dire que le gars, il n'est pas élu. Là, il n'y a pas contradiction dans ce que j'ai dit. Non, laisse-moi continuer. Quand la personne est élue, et que les mêmes personnes qui l'ont élu se retrouvent dans la rue, il doit au moins parler à ces gens-là. Il ne le fait pas. Je ne crois pas que Faure soit élu. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je doute fort qu'il soit réellement élu. Parce que d'abord, je sais quand même que le fichier même, qu'on utilise depuis des années, il y a des anomalies. Non, pas des anomalies, je cherche le mot. Il y a... On appelle ça comment? Il y a tellement... Des fantômes. Il y a des fantômes. Il y a au moins 1 million de fantômes sur cette liste-là. Voilà. Et l'OIF a décelé ça. Quand... il s'appelle comment? Quand le gars, c'est un malien, quand ils ont vu ça, ils ont voulu faire ça, je ne sais pas comment on les a chassés, il est reparti. C'est pour vous dire que les seules élections qui ont été transparentes dans ce pays, à ma connaissance, c'est probablement celle de 58 et de 94 qui a vu le quart émerger au niveau de l'Assemblée. C'est tout. Le reste, c'est des fabrications qu'on nous fait. Mais il y a des choses qu'on peut... C'est-à-dire que, vous vous rappelez quand on a coupé le VSAT? Oui, en 2010. Il n'y a aucune garantie que les élections qui sont déroulées dans ce Togo ont été transparentes. Mais nous sommes en train d'aller vers un référendum. Ce référendum sera truqué. Voilà. Je ne vous l'invente pas. Ce sera truqué avec les mêmes voix fictives qui se retrouvent dans le fichier électoral. S'il veut réellement, d'abord, il y a deux choses. S'il veut qu'on ait un référendum, qu'il revienne à l'Assemblée, revoie les tests ensemble avec les députés de l'opposition. Ça, c'est un. De deux, s'il veut réellement aller à ce référendum crédible, qu'il soit crédible, ils n'ont qu'à apurer le fichier électoral. Ils n'ont qu'à toucher le fichier là, revoir le fichier, ceux qui sont morts depuis 1975, qui sont toujours dans ce fichier-là. Ils n'ont qu'à revoir ça. S'ils ne le font pas, on va droit dans une élection frauduleuse comme toujours par le passé. Ils comptent toujours sur ça. Et il y a maintenant des experts escrocs en informatique qui vous présentent déjà des chiffres en avance. Ces chiffres-là, vous allez retrouver en RDC, vous allez retrouver ces chiffres au Congo. C'est les mêmes chiffres qu'on va rapporter ici. C'est la vérité. Donc, avec ça, ne comptez jamais. Demande-toi, quand un voleur, ou bien quand un aveugle te dit, je vais te lancer des pierres, sache qu'il a déjà les pieds sur la pierre là. Il ne voit pas. Non, mais il te dit qu'il va lancer des pierres. Voilà, Bongo a dit, Bongo a dit, quand un président dictateur, quand un président au pouvoir te dit qu'il va aller aux élections, sache qu'il a déjà gagné les élections. Donc quand nos amis courent, les baradas, les machins, ceux-là surtout qui crient sur les toits, aller au référendum, ça veut dire qu'ils ont déjà préparé. Mais je crains que ce référendum le tienne. Vous savez pourquoi? Il ne peut pas aller à ce référendum. Pourquoi? Je crains que ce jour-là, ça capote. Que ce soit la fin de ce régime. Non, je n'ai jamais prédit le malheur. Voilà. Mais quand les gens eux-mêmes foncent dans le malheur, ils veulent accomplir la prophétie. Pharaon l'a fait, il est rentré dans la mer. Maintenant, c'est comme ça. Il y a une autre question qui est actuellement d'actualité en Taro, c'est l'élection de 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cela s'est fait à l'absence générale des députés de l'opposition qui ont boycotté cette séance. Oui, c'est encore une insulte. D'abord, c'est une insulte au peuple togolais qui marche pendant plusieurs jours dans les rues, dont le chef de l'État ne parle pas. Et au lieu que le président de l'Assemblée voit cette réalité en face, ils font semblant qu'ils ne sont pas bousculés. Je te dis qu'ils ne dorment plus.
va vérifier. Si tu es journaliste, va enquêter. Non, mais je ne peux pas aller voir, je peux pas entrer dans les chambres pour savoir Mais si si tu es investigateur, tu veux continuer. Ils ne dorment plus. Les gens auraient même déjà trouvé des villas à Cotonou et autres. Je te dis la vérité. Mais ils font semblant de faire des ateliers, d'organiser des séances à l'Assemblée, de foncer. Ce qui s'est passé en 2002, c'est ce qu'ils veulent éviter. Mais sauf que cette fois-ci, les choses ont changé. Okay. Quand vous mettez à dos les médias internationaux, ça c'est un. Les ONG internationaux des droits de l'homme ou internationaux des droits de l'homme, vous mettez à dos une partie de la communauté internationale. Et vous avez tous les regards braqués sur vous. Et surtout la diaspora dans tous les pays. Ne pensez pas que ce que vous avez fait en 2002 peut être réédité en 2017. Réaction. Oui, c'est ça. Nous parlons justement de la composition, l'élection des mouvements de la commission. Je crois que ces membres ont été élus ou bien ils ont été nommés. Ils ont élus. Ils sont élus. Ils sont élus. La plupart des 12. Voilà. Des 12. Il y a les députés unis. Il y a les députés de la majorité présidentielle et puis de l'administration. Majorité mécanique. Mécanique, ça c'est ce que toi majorité tu penses. présidentielle. Moi je sais que ce majorité présidentielle. Voilà. Ce n'est pas mécanique. Les gens ont 900 000 voix, parce que ce n'est 800 pas 000. une assemblée monocolore là-bas. On y va, effectivement. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu 12 qui ont été élus avec un de l'administration. Maintenant, il semblerait que l'opposition n'a pas envoyé de liste. Bon, ils ne sont pas d'accord parce que... Vous pensez que l'opposition peut envoyer une liste dans ce contexte-là? Je t'en prie. Voilà. L'opposition n'a pas envoyé la liste parce que l'opposition conteste. Ils ne sont pas d'accord avec l'organisation d'un référendum, d'une consultation référendaire. Bon, je suis d'accord avec eux, ça c'est leur point de vue. Aujourd'hui, la CENI est tellement hypothéquée, c'est-à-dire que elle est décriée, la CENI est toujours décriée. Je crois que ce qu'il faut faire, à mon humble avis, il faut rapidement s'asseoir. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce dont on fait allusion ici, là, ça tourne autour d'un dialogue. Ça tourne autour d'un consensus, ça tourne autour d'un compromis politique. Parce que si aujourd'hui, chacun reste cantonné sur sa position, allez, nous, on ne veut plus aller vers vous, ça ne peut pas aller. Les protagonistes d'une crise, même dans les pays les plus avancés, dans les pays les plus démocratiques du monde, finissent par se retrouver autour d'une table. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas envoyé. Bon, est-ce que maintenant la CENI va continuer par fonctionner sans l'opposition, ce qui n'est pas bien pour, selon le code électoral? Il faut nécessairement que l'opposition fasse partie de cette CENI-là pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, moi, je crois qu'on est toujours resté à la case départ. On n'avance pas. C'est-à-dire, on fait 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. Donc, ça veut dire qu'on fait du sur place. Donc, l'opposition devait quand même comprendre que c'est vrai, vous contestez. D'abord, il faut maintenant marcher sur, comment vous appelez ça, l'institution de la CEDEAO. On n'est pas d'accord avec la médiation. Maintenant, vous êtes d'accord avec quoi? Ça laisse à dire qu'aujourd'hui... Ils sont d'accord avec le retour à la Constitution. Avec le retour à la Constitution, c'est le retour à la Constitution de 92. Est-ce que dans la Constitution de 92 n'a pas prévu la limitation du mandat? On vous l'a offert. Est-ce que le scrutin nominal à 2 tours? On vous l'a offert. Mais vous avez refusé. Est-ce qu'ils ont refusé? Attends, oui, ils ont refusé puisqu'ils n'ont pas voté. C'est ça, moi, je dis, les évêques m'impressionnent quand ils disent... que olé au blana, mais ils ont refusé de prendre ce qu'ils ont on leur a offert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on a là, c'est ça, il faut faire avec ça, en entendant de voir demain, parce qu'on ne sait pas ce que Daniel, il semble que Antarou, lui, il oublie que quand l'opposition avait proposé 47 articles et qu'ils ont réfuté sans même voir le document, quand ils sont partis, ils ont introduit un autre article. Tu te rappelles de ça? Oui. Ça, beaucoup de Togolais ne le savent pas. C'est ce qu'ils vont envoyer au référendum. Ça veut dire qu'il faut voir rester encore au moins 30, 40, 50 ans. Ça, c'est un. De deux, quand il parle de la médiation, je veux rafraîchir la mémoire de ceux qui peut-être ne le... Midaoudou, Aïcha était venue en 2005 ici. Elle était ministre des Affaires étrangères de Tandja. Tandja qui avait des velléités de rester au pouvoir. Midaoudou est venu ici jouer du cinéma et elle est repartie. Faure Gnassingbé est resté au pouvoir. Parce que, en ce moment-là, les gens avaient pensé que Faure pouvait faire 5 ans et repartir. Parce qu'il y avait une inquiétude, ils ont donné des garanties, nous allons partir. Ça, c'est un. Ibn Chambas. Lui encore, il me ronge les nerfs. Voilà, on va aller rapidement. Quand Ibn est venu ici, on sait ce qu'il a foutu ici. Oui. Il a foutu du bordel. Et quand les marches ont commencé, Ibn est allé déclarer sur un média ghanéen à Accra, comme quoi c'est des groupes d'individus qui se retrouvent dans la rue. Que c'est rien, c'est des groupes de personnes. Et après, Ibn est intervenu sur la BBC. Ce n'est pas moi-même, j'ai... Ce sont des faits.
C'est des faits qui sont têtus. Voilà. Ibn dit qu'ils attendent seulement la date du référendum. Mais alors que le secrétaire général Guterres dit, à travers son porte-parole, qu'il faut dialoguer, qu'il faut discuter et prendre en compte ce que le peuple réclame. C'est ce que le porte-parole de Guterres a dit. Guterres a rencontré le Premier ministre Tassou à New York. Maintenant, il est qui? Il y a Chambas et maintenant Marcel de Souza. De Souza avait dit sur RFI qu'ils sont en train de contacter les acteurs pour qu'ils s'entendent autour d'un consensus, autour de quelque chose. La limitation du mandat il a même parlé du vote de la diaspora, il a parlé du scrutin en 2 tours, uninominal, voilà. Et il est même revenu, il dit, au moins s'il faisait ça, on pourrait revenir sur, en aucun cas, nous ne pouvons faire plus de 2. Depuis, je n'ai plus entendu parler, quand Faure Gnassingbé est resté silencieux jusqu'à présent. Depuis ce jour, Faure Gnassingbé a préféré rester dans son autisme, et c'est Marcel de Souza qui n'est plus revenu sur le bout de phrase là. Avec lui, font des tournées. Au lieu de répondre aux désidérata du peuple à l'interne, Faure Gnassingbé fait des tournées pour aller négocier, comment vous l'appelez, un retour au calme, surtout négocier son maintien au pouvoir chez le Guinéen, alors que lui-même il a des problèmes en Guinée. Et il semblerait même qu'il ne voudrait même pas une autre médiation. Je sais qu'il y a des ministres au gouvernement qui auraient dit la vérité au chef de l'État de parler aux mains. Jusqu'à présent, il ne parle pas. Voilà, il y a des ministres là-bas. On s'achemine également vers une médiation internationale avec peut-être qu'il veut être emporté par tout le monde. 5 présidents. On nous parle de 5 présidents qui vont venir très prochainement. Ça aussi, ils sont en train de torpiller ça. Voilà. Le pouvoir est en train de torpiller la présence des chefs d'État. Attendez, vous allez réagir par rapport à cette question. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir ces chefs d'État dans ce pays, peut-être pour essayer de rassembler les différents protagonistes de la crise togolaise autour du même table. Oui. Je commence par dire que la venue même de Talon m'a beaucoup impressionné. Il y a un adage, nous sommes en Afrique, il y a un adage qui dit que lorsque la case de votre voisin brûle, il ne faut pas laisser rester les bras croisés. C'est ce que Talon a commencé par faire. Et que Talon, c'est vrai qu'au sortir de l'audience que Faure lui a accordé, il n'a pas quand même réagi devant la presse, mais il n'a rien dit. Mais tout porte à croire que les échanges ont tourné autour de cette crise sociopolitique. Ça, il faut reconnaître qu'il y a une crise politique qui secoue le pays. Donc, en fait, le choix porté sur ces 5 chefs d'État est venu des Nations Unies, que les Nations Unies aussi suivent de près. Donc, pour répondre à ta question, je crois que la médiation, c'est une bonne chose. Mais un instant d'abord, comment comprendre que les Nations Unies demandent une médiation, en même temps le diplomate onusien est pour un référendum? En fait, c'est là où... Est-ce que peut-être ces agissements ne confortent pas peut-être les positions, les déclarations? Peut-être il y a confusion. Est-ce qu'avec une telle organisation, il peut y avoir des pareilles confusions? Bon, la confusion peut être à ce niveau, mais moi je crois que la médiation est quand même une bonne chose. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des positions tranchées. Le pouvoir est resté sur sa position, l'opposition aussi est restée sur sa position. Et les marches continuent. Rappelez-vous, ils ont encore sorti un communiqué comme quoi le 18 et 19 prochain, ils vont encore marcher malgré l'interdiction des marches en semaine. Oui, mais le parti au pouvoir manifester en semaine. Oui, je ne refuse pas. Ouais. Mais aujourd'hui, à partir du moment où le gouvernement qui a le rôle régalien d'interdire tel ou bien de prendre la mesure de la chose. Le gouvernement doit montrer également l'exemple. Bien sûr, le gouvernement a la puissance publique, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui exerce la puissance publique et dans un rôle régalien, il peut prendre des mesures pour préserver la paix des citoyens. C'est dans ce sens-là. Est-ce que la paix est menacée? La paix n'est pas menacée avec ces barricades, avec ces militants qui sont sortis, rentrés dans les boutiques, les gens qui veulent gagner leur pain pour aller nourrir leur famille. Vous venez, ils sont obligés de bloquer. Je fais une petite parenthèse là. Il y a un confrère qui, le jour-là, devait sortir son journal, mais on a bloqué l'imprimerie. Vous pensez que c'est une bonne chose, alors qu'il avait des trucs à publier le lendemain pour présenter ça aux partenaires. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la médiation qui viendra peut-être sortir le pays de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de positions tranchées. Tant que le pouvoir reste sur sa position, et tant que l'opposition aussi reste sur sa position, mais il y a un dialogue de sourds là qui s'est instauré. Médiation, est-ce la panacée? Non, vous savez, moi je pense que les discussions, même à l'interne, peuvent régler le problème togolais. Il y a des gens qui ont proposé leur médiation. Les évêques
même si certains pensent aujourd'hui qu'ils ont pris position, je ne crois pas que... Monsieur Natchaba dit qu'ils sont plus crédibles. Non, Natchaba a raté une occasion de se taire. Parce que Natchaba, lui, quand il se retrouvait au Bénin, on le cherchait ici à la présidence de la République, il s'est casé au Bénin. Il ne s'est pas demandé pourquoi il n'est pas revenu prendre la présidence. C'était lui, le poste de la présidence avait été destiné, parce qu'Adema était mort. Il était le président de l'Assemblée. Donc il n'a qu'à se taire. Il a manqué une occasion de se taire. Maintenant, moi, mon problème aujourd'hui, la médiation peut se faire à l'interne. À moins que l'international veut s'ingérer dans les affaires du Togo de façon crédible et véridique. Il ne faut pas qu'on ait des commerçants ici. On a connu des commerçants par le passé, on n'en veut plus. Maintenant, cette histoire de casse de boutique, tout ça là, vous savez, dans un pays dictatorial, qu'est-ce qui se passe souvent? On fait infiltrer des marches pacifiques par des voyous. Le pouvoir fait infiltrer des voyous par les marches, par des voyous qui cassent, et maintenant on remet ça sur le dos des organisateurs. Ça, qui a organisé? C'est pas l'opposition? Ça aussi, on le sait. Maintenant, l'autre problème que j'ai voulu toucher et qui m'échappe... La marche, l'interdiction des marches. Voilà. D'abord, 2 ministres, même 20 ministres du gouvernement ne peuvent pas interdire une marche. La loi fondamentale autorise la marche, à son article 30. Je parle de la Constitution. La loi Bojona autorise la marche, même des marches spontanées. Ça s'est passé quand on a augmenté le prix du carburant. Ouais. On a tué des gens à Gaulle là-bas. Ils ont tué des gens à Gaulle là-bas. Et maintenant, la loi existe. Il y a des ministres qui rament à compte courant de cette loi-là. On est dans quel pays? Ils me disent, il y a suivi le ministre Bokosi ce matin, qui racontait des choses comme quoi, et ils ont le droit. Ils ont qu'à aller chez leurs propres constitutionnalistes, les Kokoroko et autres. Ils vont leur dire que 2 ministres n'ont aucun droit d'interdire une manifestation publique. Mais si un ministre peut prendre une décision, ça veut dire que le pays est un chaos. Ce n'est même pas un arrêté interministériel. Même un arrêté interministériel est illégal, ça ne passe pas. Même un décret présidentiel est illégal, ça ne passe pas. Quand on parle d'un peuple, c'est une loi qui couvre tout ce que le peuple doit faire. Parce que c'est le peuple qui s'est donné cette loi à travers l'Assemblée. Malheureusement, on a eu une Assemblée qui est mécanique. Mais au moins, si c'est l'Assemblée qui dit, si c'est à travers une loi Bojona qui avait été fomentée, on comprendrait. Mais si Yac ne peut pas se présenter à la télévision au cours d'une conférence de presse, dire que les manifestations sont interdites. Voilà. Non, je crois que je vais lever. Ça ne passe pas. Oui. Non, rapidement, il faut lever. Je vais terminer. Ils sont en train... Et ils n'arrivent plus à mobiliser leurs militants. Vous avez remarqué que quand ils ont fait le premier, ça a marché un peu. Maintenant, après, même après les 5000, les gens ne sortent plus. C'est des groupes de 2200 qu'on a vu, des fourgonnets de police derrière. La dernière fois, c'est sur le terrain de Foreva. Voilà. Ils n'arrivent pas à mobiliser. Donc, quand vous n'arrivez pas à mobiliser des gens, vous voulez interdire aux autres de le faire, alors que la loi l'autorise. C'est faux. Ensuite, ils sont en train de braquer ceux qui sont en face. Ils vont encore... Vous allez encore voir des gens, des dizaines de milliers dans la rue. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ils sont hors la loi. Alors, les 2 ministres sont hors la loi. Je crois que les 2 ministres sont hors la loi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ils sont hors la loi. Tu as parlé, je n'ai pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a interdit les marches en semaine. Et non, on n'a pas interdit les marches sur le territoire. Quelle loi demande à ce qu'on interdit les marches? On a interdit les marches en semaine. Et que ces marches en semaine-là sont transformées en meetings. Vous pouvez organiser des meetings. C'est parce qu'il y a trop de débordements. C'est ce que le ministre Yark et puis Boupessi ont dit. J'étais là à la conférence. Il ne faut pas tromper l'opinion. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher les samedis et dimanches. Qu'est-ce que ça fait? Et maintenant, en semaine, on interdit que ce soit, et que cette loi est applicable à tous les partis, que ce soit unis ou bien de l'opposition. Voilà, c'est ça. Ils ont l'exemple des fonctionnaires. Bien sûr, mais maintenant, à partir du moment où on a pris cette loi, personne, que ce soit uni... Pourquoi c'est après que c'est non, mais ça, c'est parce qu'il y a eu un constat qu'il y a trop de débordements et que la paix est menacée. Il faut maintenant préserver la paix des citoyens. Daniel, quand les gens sont en faillite, ils fabriquent des choses. C'est ce qui est en train de se dire. Supposons qu'il y a des fonctionnaires qui veulent marcher pour apporter des doléances. Vous dites week-end, samedi, dimanche. Quand les fonctionnaires de l'administration veulent faire une grève
et marcher pour aller soumettre une doléance. Ils vont voir le ministre samedi là-bas. On a bien dit les partis politiques. Ils vont voir les ministres là-bas. Merci. Non, vous savez, quand les gens sont déroutés, quand les gens Merci. sont déroutés, c'est le centre de fabrication des inventions qui se font. Ambroise Pondio, merci. Et on le sait. Merci. Ces deux ministres, il faut que Ambroise, ceux qui sont des juristes leur disent la vérité. Merci, Ambroise Ils sont Pondio, d'être dans passé sur une ce voie plateau. illégale. Voilà. Merci, Si Ambroise. jamais quelque chose arrivait, il sera de leur responsabilité. Ambroise, merci beaucoup d'être Non, il passé sur faudrait ce qu'on le plateau. dise ça. Voilà, ils ont compris. Merci beaucoup. S'ils d'être ont compris, passé. c'est tant mieux. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de Parce qu'ils communication violent la loi du journal complètement. The Ils violent Guardian. complètement Merci la également loi. à vous, Alassane Antarou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle également que vous êtes le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Au revoir.